Bon, ben, merci d'être resté. On va être entre nous. Je vais essayer de reprendre le flambeau derrière cette présentation. Vous allez voir qui est peut-être un peu plus pragmatique, puisqu'on ne va pas parler du tout d'art vétérinaire cette fois-ci. Donc, j'enchaîne avec une présentation que j'ai faite sur le projet initial, qui est une bibliothèque numérique sur le cheval, dont j'ai présenté le fonctionnement tout à l'heure. Et grâce à cet outil, on m'a posé une question bien à propos sur l'histoire de l'équitation en France par le biais des femmes. Et je me suis servi donc de l'outil de cette bibliothèque pour voir ce que j'avais à l'intérieur pour pouvoir établir en tout cas une trame autour de cette histoire de l'équitation, en tout cas de la présence des femmes dans le monde des écrits. Eh bien, donc je reprends l'histoire, l'état de la campagne. Donc, pour l'instant, notre base de données comprend plus de 18 000 titres, donc 11 000 auteurs au total. Et donc, je me suis interrogée, puisqu'on a la possibilité de discriminer les auteurs par sexe, combien j'avais d'auteurs femmes dans cette base de données. Ben voilà, le résultat, c'est pas beaucoup. On est à 1948, c'est-à-dire moins de 15%. Et bien, avec ça, je me suis dit que ça allait être bien compliqué de pouvoir établir cette histoire de l'équitation des femmes, malgré, encore une fois, cette féminisation de l'équitation qui est relativement récente, puisqu'on est toujours à 80% maintenant. Donc, pour avoir un état des lieux peut-être plus précis, je me suis intéressée à un corpus complet un peu plus restreint pour explorer plus avant cette problématique. Donc, je me suis intéressée avec mon général de cavalerie Le Retour de Ménocier de la Lance, avec ses 8100 titres en français et en latin qui vont de Xénophon à 1921, dont cette bibliographie a été complètement annotée, dont on a des biographies d'auteurs. Comme c'est un corpus qui est vraiment terminé, c'était plutôt pratique pour moi d'essayer d'aller voir combien de femmes avaient été représentées, référencées par ce brave général. Mais voilà, c'est encore plus faible. Sur les 4578 auteurs qui ont fait l'histoire de l'équitation et du cheval, seulement 19 femmes sont représentées. Et parmi elles, vous avez même une certaine femme de ménage qui est en fait un pseudonyme pour un des libraires. Donc voilà. Donc on part de très très loin. Donc sur ces 2,3 millénaires, on tombe à 0,4%. Ça fait vraiment pas beaucoup. Donc, je me suis intéressée à un des index relevés par Ménocier, donc l'équitation des dames, qui est un genre particulier, mais qui est en fait extrêmement restreint et extrêmement récent, puisqu'il se base uniquement sur les écrits du 19e siècle. C'est vraiment apparu à cette époque-là, et il n'a référencé que moins de 100 livres autour de ça. En fait, moins de 40 livres, dont seulement 88 livres qui y font référence avec un vrai chapitre. Et donc, la période s'échelonne entre 1806 et 1914. Donc il faut savoir qu'évidemment, au XIXe siècle, seule la monte en Amazone est autorisée. C'est le seul type de monte socialement accepté. Alors, j'étais vraiment bien embêtée de ne pas trouver beaucoup de documents pour pouvoir vraiment retracer cette histoire. J'ai été voir du côté des représentations. Et je suis tombée dans un des livres qui est spécifique, un des premiers sur l'équitation, donc d'Aubert, qui s'appelle L'équitation des dames et qui date de 1842, sur cette citation où il explique que, évidemment, pour donner grâce à des reines ou à des princesses, on ne peut pas le faire quand ces femmes sont posées à califourchon comme des vivandières. Donc je me suis demandé s'il n'y avait pas un biais de la représentation, parce que même si je vous interroge, même si vous n'êtes pas très nombreux, si vous pensez à une femme à cheval, avec cette histoire d'un peu dans le temps, vous pensez peut-être à cette monte en Amazone, et peut-être que vous n'avez... Enfin voilà, si je vous pose individuellement la question, peut-être que vous avez cette image-là d'Épinal en tête. En tout cas, dans un des premiers livres que j'ai été compulsée, qui est celui du chic à cheval, eh bien, on a quand même pas mal de représentations. Donc, ce livre qui a été composé par Louis Vallet en 1891. Vous avez quand même quelques femmes que l'on voit donc à califourchon. Voilà, vous avez différents types de montes représentées et ça reste quand même relativement élégant.
Deuxième livre très, très imagé, c'est celui de Charles Aubry, qui est un peu plus ancien, où là, on a encore un peu plus de détails. On voit beaucoup de femmes au pilier, on voit des femmes à la chasse, on voit évidemment toujours des imageries d'Épinal, mais enfin, son livre s'appelle Histoire pittoresque de l'équitation ancienne et moderne. Donc voilà, on a un panel un peu plus varié. Donc je me suis demandé, et sur ce livre, pardon, vous avez 24 gravures absolument magnifiques et 7 représentent des femmes. Donc on a peut-être quelque chose à voir de ce côté, voilà, en se disant peut-être que le 19e siècle pose une imagerie d'Épinal peut-être un peu trop figée pour pouvoir être honnête. L'autre versant, c'est peut-être une vision baroque. Je continue dans l'histoire de la représentation. Vous avez beaucoup de choses qui sont... Alors là, évidemment, c'est un tableau qui est un peu sur du maniérisme tardif, mais qui donne la vision de l'artiste sur la cavalière. Et on voit que, là, je vous ai mis un petit rond rouge, les postures anatomiques de cette femme à cheval qui a une noiselle au poing, peut-être pas complètement juste. L'intérêt de représenter ces femmes à cheval, on devait sûrement le faire en atelier, c'est-à-dire assises sur des tabourets et pas sur des vrais chevaux. Elles sont habillées de manière somptueuse, elles sont quand même relativement mises en valeur, même si on en voit une qui a les quatre fers en l'air, qui représente voilà, la patte selle, la pauvre, il lui arrive bien des bricoles. Et ça correspond toujours à cette histoire que la femme ne doit pas pouvoir monter à cheval de manière facilement. Il faut, voilà, il y a une espèce de fantasme masculin autour de ça. Je continue. Donc, si je me pose ces questions-là, c'est que j'ai relevé dans tous ces livres, etc., plusieurs types d'équitation. Donc, on l'a vu avec la présentation préférente d'Aubry que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez des femmes en croupe derrière un cavalier, à la façon que l'on a encore actuellement quand on regarde les Camarguais et les Camarguaises. Vous avez en séant sur une sambue vers le XVIIIe siècle, c'est-à-dire que la femme est posée dans une espèce de panier complètement perpendiculaire au cheval avec les oreilles comme ça, donc c'est pas toujours simple. Vous l'avez en Amazone et à califourchon. Et ces usages, en fait, on les détaille suivant la classe sociale, l'époque. Et puis, évidemment, si vous êtes une dame de cour ou une paysanne, vous n'avez pas la même façon de monter. Si vous partez vous promener, ou si vous partez à la chasse, ou si vous vous déplacez sur une distance plus ou moins longue, vous n'allez pas avoir le même type d'équitation. Idem. Cette faculté d'adaptation qui semble se profiler répond aussi à d'autres questions que je me suis posées concernant les contraintes vestimentaires. Parce que de nos jours, nous avons, je parle pour les femmes ou même les hommes, des vêtements adaptés, des imperméables, des pantalons relativement qui peuvent tenir la pluie, la boue, qui se lavent facilement, etc. Des chaussures adaptées. Donc c'est la première question que je me suis posée. Deuxièmement, nous avons quand même des chemins relativement praticables. Et puis nous avons des vêtements qui nous permettent de résister à la météo. Nous avons aussi de quoi résister à la puissance du cheval. Nous avons des selles adaptées. Nous dépendons peut-être plus ou moins d'une aide extérieure ou pas. Enfin, voilà. Toutes ces questions m'ont orienté vers d'autres recherches. Comment développer une habileté équestre quand on est une femme ? Alors, dans les textes que j'ai pu consulter, je suis tombée sur Mazzucchelli, qui a été traduit en français. Et Mazzucchelli relève 3 impossibilités pour la femme de passer à califourchon. Alors, je vous le livre à votre réflexion. Notamment le vêtement, les habitudes, les ornements, des trop grosses robes, etc. empêchent de monter à califourchon. Bon. Pouvait-elle monter avec d'autres vêtements ? C'est ce que je vais vous montrer après. L'anatomie, comme elles ont un bassin étroit et des muscles postérieurs charnus, c'est absolument impossible. Et le troisième, c'est le caractère du beau sexe et son irritabilité. Voilà. Je rends à Mazzucchelli ses écrits. Le reste de son traité d'équitation est absolument formidable. Mais voilà, bon, je vous le remets à l'époque. Son texte date du début je crois qu'il est vers 1805, etc. Alors, comment faisait-on avant ? La première mention que j'ai trouvée, c'est dans un livre de 1669 de Dubreuil-Pompée. C'est un abrégé des sciences en général. Mais quand on regarde, évidemment, de sa deuxième version, où il fait mention des femmes au titre, ça s'arrête là. Quand on regarde à l'intérieur des textes, il n'y a pas une seule fois femme.
Alors, est-ce que, voilà, on explique que dans l'introduction de la grâce et de la belle posture que l'on doit avoir à cheval, il y a 337 fois l'occurrence homme de cheval, cavalier, mais absolument aucune mention sur femme, dame ou autre. Alors, est-ce que ces principes étaient vraiment mixtes? Mais c'était une époque où, finalement, on ne devait peut-être pas du tout se poser la question. La vraie première femme dont on a une trace, déjà parce qu'elle était célèbre et parce qu'elle était suivie, c'est Catherine de Médicis. Elle est la première que l'on dit être apparue avec la jambe à califourchon, et elle serait en tout cas la pionnière, on peut dire même presque influenceuse de nos jours. Alors, elle est citée par de nombreux historiens, dont Tavard en 75, et pour Tavard, elle aurait fait l'usage d'une longue culotte de peau qui protégeait ses cuisses. Alors, j'ai cherché dans les sources pour voir si on faisait vraiment usage de cette culotte de peau, ou en tout cas si on y faisait mention. J'ai pris en compte 2 témoignages. Alors, le premier, c'est Brantôme, qui est son confident, qui l'a connu, qui l'a vu à cheval. Et l'autre, c'est un historiographe un peu plus distant, d'un siècle de distance. Donc le premier voilà, donne surtout des détails sur son envie de monter à cheval. On voit qu'il est un petit peu admirateur, c'est un chroniqueur mondain, hein, Brantôme. Mais il l'a vu à cheval, il l'a vu donc probablement passer la jambe sur l'arçon. Elle allait à la chasse, elle suivait le roi, parce qu'il fallait quand même le marquer un peu à la culotte pour être là au moment où peut-être des discussions étaient intéressantes sur le pouvoir, etc. Elle est montée jusqu'à plus de 60 ans, et puis elle a eu pas mal de chutes. Donc je vous laisserai le texte si vous voulez le lire. On la voyait, et aussi ce qui est intéressant, c'est que la cour savait que Catherine de Médicis était enceinte quand on la voyait passer du cheval à sa litière. Et là, elle continuait à suivre. Et puis surtout, elle était accompagnée d'une charmante, la petite bande des femmes de cour, des élégantes comme la duchesse de Nevers, duchesse de Guise, Marguerite et Louise de Bourbon, qui accompagnaient la reine à la chasse. Et Brantôme nous dit qu'effectivement, il devait être un petit peu émoustillé de voir toutes ces dames avec tellement bien harnachées, avec de si bonnes grâces, etc., avec leurs chapeaux munis de plumes. Mais bon, j'imagine bien que le retour de chasse, elle devait peut-être pas être aussi bien emplumée et aussi bien vêtue. Enfin, si vous êtes cavalier, vous avez peut-être galopé un peu dans des chemins, ou alors elle ne chassait qu'au pas. Bon, ça reste un peu un mystère. Et puis nous avons aussi donc cet historiographe Antoine Varillas qui lui parle de bas de soie. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il a relevé cette histoire de jambes au-dessus du pommeau en 1560, l'année où la reine a perdu son roi, enfin son mari. Donc elle était censée être en tenue de deuil, et à partir de la mort du roi, elle est restée, on l'appelait la veuve noire, parce qu'elle s'est habillée en noir. Donc il y a peut-être un détail, peut-être que c'était d'une manière de marquer son opposition à la reine, enfin en tout cas de pouvoir la critiquer un peu. Donc toujours avec ces histoires de météo, un des textes que j'ai relevé, c'est celui de Gabriel d'Estrées qui suivait le roi. Alors là, en l'occurrence, c'est Henri IV. La favorite du roi montait en homme sous l'orage et apparemment chassaient ensemble, main dans la main, et sont rentrés une fois sous l'orage où elle était montée en homme, habillée en vert, parce que c'était la couleur de son équipage. Elle est rentrée à Paris sous... Voilà, donc les femmes n'étaient pas arrêtées par la pluie. En tout cas, elles n'étaient pas en sucre. Alors, l'état des chemins. Toujours dans cette histoire d'interrogation pragmatique par rapport aux sources, je me suis demandé comment était, parce qu'évidemment il n'y avait pas de bitume, il n'y avait pas de chemin tout tracé, etc. Il n'y avait pas de machine pour vous faire des chemins tout droits, etc. On a le témoignage de Gaspard de Saunier dans l'art de la cavalerie qui nous parle d'une chasse de Louis XIV avec des seigneurs anglais qui sont venus avec leurs petites selles et leurs jolies petites bottines se frotter aux équipages français, pensant avec leurs chevaux pouvoir battre la campagne facilement. Et en fait, ils se sont heurtés aux taillis, aux buissons, aux chemins escarpés, aux aléas de la météo. Il y a eu de nombreux accidents, et dont un est tombé très, très méchamment. Donc, quand on disait qu'on brossait à travers bois, c'était vraiment qu'on se faisait griffer par les taillis et les buissons. Et c'est à partir de tous ces accidents, d'ailleurs, qu'on fera ouvrir plus de 600 km d'allées cavalières qui permettront évidemment de pouvoir accéder plus facilement au point de rendez-vous ou chasser un peu plus vite.
Donc on est là plutôt sur du tout-terrain. Donc imaginez ces belles dames en robe, chassées, etc. C'est pour ça que je me permets de vous remettre l'image des vivandières. Ces femmes, finalement, probablement posaient en atelier avec leurs beaux vêtements, mais peut-être étaient vêtues autrement quand elles étaient sur le terrain. Donc un autre témoignage qui est intéressant, c'est celui de la grande mademoiselle qui raconte un exemple d'un de ses voyages, parce qu'elle avait la chance d'être bien née et puis surtout de documenter sa vie, et en tout cas on a beaucoup d'écrits de sa part. Elle relate un trajet qu'elle a fait entre Céry-Fontaine et Forges-les-Eaux pour se rendre en Cure. Ça fait à peu près 40 km actuels. Donc elle prévoyait de faire du 4 km, du 10 km/h. Elle prévoyait 4 heures pour faire son trajet avec un guide. Elle en mettra 12. Et du coup, sa moyenne de départ prévoyait des moments de trop. Et puis, par contre, on n'a pas de détails sur sa façon de monter. Mais on se rend compte de l'état des chemins où, effectivement, elle s'est perdue à travers bois. Elle est arrivée à Forges-les-Eaux alors qu'elle a vu la lune se lever et se coucher. Et on voit bien que se déplacer à l'époque n'était peut-être pas aussi évident que maintenant. Donc l'état des chemins donne quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a tracé des routes, à partir du moment où on a des plans, etc., comme là on a cette carte de 1746, vous allez pouvoir avoir plus de vitesse, vous allez pouvoir vous servir de chevaux anglais, remonter avec cette grâce qui permettait de développer la vénerie avec plus d'entrain. Il faut savoir que le roi Louis XV et le Louis XVI pratiquaient la vénerie et la chasse avec le même entrain plus de 150 jours par an. Alors, en 1789, j'ai relevé ce chiffre très intéressant, c'est que le réseau routier tourne autour de 30 000 km. Donc ça y est, on doit pouvoir se déplacer un peu plus vite. Donc pareil, quel cheval était utilisé? On a sous Louis 14, plus on met en avant dans la littérature équestre plutôt des chevaux froids aux allures rasantes. Il faut que le cheval ait un pied sûr pour pas trébucher, pour pas faire tomber la dame. Souvent, on décrit un pas relevé qui ressemble plutôt à de l'amble rasant ou une espèce de trot régulier. Il fallait que le cheval ait un dos un peu costaud pour supporter la dissymétrie si la femme montait en son but. Et il était parfois tenu en tête. Un mot revient assez souvent, on désigne souvent, on retrouve le terme de acné, apparemment avec un H. Apparemment, c'est un vieux mot pour désigner un cheval à l'amble, mais qu'on n'a pas tant retrouvé que ça dans les écrits un peu plus récents. En tout cas, ces chevaux étaient choisis par les piqueurs et parce qu'il fallait absolument être sûr que le cheval ne fasse pas tomber la reine ou les princesses. Voilà, je vous ai mis 2 exemples d'illustrations, donc là qui sont aux très riches heures du duc de Berry, que l'on peut admirer à Chantilly. Et vous voyez ces dames montées, donc une en son but, les deux sont en son but. On voit le cheval emblé, etc. Elles sont, il y en a une qui est derrière son cavalier. Elles partent à la chasse aux faucons de manière très chouette. Donc un peu plus tard, si on a regardé sous Louis XIV, sous Louis XV, donc je vous le disais, les chevaux, la chasse se pratique aux 3 allures. L'apprentissage que l'on a pu relever est plutôt long. Elles sont capables de monter des chevaux avec un peu plus de moyens, comme du barbe, de l'espagnol ou du pur sang anglais. Le cheval doit quand même être froid et dressé à la voie. Et on sait qu'elle montait donc à Califourchon. Et on a le témoignage de Madame Élisabeth, donc la sœur de Marie-Antoinette, sa belle-sœur, pardon. Apparemment, elles sont données à cœur joie. Elles chassaient au franc galop de chasse, qui, nous dit-on, même si elle était un peu plus lourde, elle n'est jamais tombée de cheval. Il faut dire que, voilà, encore une fois, il fallait que les chevaux soient extrêmement bien dressés, et elles passaient beaucoup de temps à aller au manège, faire leurs apprentissages. Alors, ensuite, quels harnachements étaient utilisés? Donc, le premier à en avoir parlé, c'est Garceau, dans le nouveau Parfait Maréchal, où on trouve deux types de selles. Donc, on a la selle à la planchette, qui est la fameuse sans but, où là, comme je vous le disais, la femme était assise complètement perpendiculaire, et avec les oreilles comme ça. Ou la deuxième, où on pouvait se tourner et avoir les épaules vers les oreilles du cheval, mais quand même le bassin et les jambes de l'autre côté. Et puis la troisième, pour pouvoir monter jambes de ça, de là, que l'on voit décrit ensuite, ce sont tout simplement la selle à piquet.
En tout cas, toutes ces 3 sortes de selles étaient utilisées pour pouvoir monter à cheval. Voilà la selle à piquet. Bon, je vais aller un peu plus vite. On a quand même un témoignage intéressant qui est représenté et qui est au château de Versailles. C'est ce carrousel des Amazones où toutes les femmes de la cour se sont prêtées à une grande fête où on représentait les amours d'Alexandre et de Thalétris et le pompeux carrousel des Amazones galantes. Où on n'arrive pas tellement à déterminer malheureusement le nombre de femmes qui étaient présentes, mais vous avez à peu près toutes les sortes de montes. Avec voici quelques beaux costumes que l'on a pu retrouver. En tout cas, ce sont des préparations de costumes qui étaient prêts pour ce carrousel. Mais alors, c'est bien beau de voir ces costumes. Comment étaient-elles en dessous? Donc, les premiers moments... Alors, on sait, grâce à Garceau, qui a aussi rédigé un art du tailleur, qu'elle portait un corset spécial qui était un peu plus court pour dégager les hanches, quand même, et qu'elle portait éventuellement une culotte de peau, la voilà, qui permettait aux personnes qui montent à cheval, on ne dit pas si c'est les hommes et les femmes, en tout cas c'est comme ça, de pouvoir être protégées, en tout cas pouvoir les cuisses protégées. En tout cas, je n'ai pas trouvé de terme de trace de la devantière qui est très en vogue au XIXe siècle et qui permettait de recouvrir très fortement une sorte de jupe portefeuille fendue qui permettait de monter à cheval quand on est en Amazone. Alors, j'ai un autre témoignage qui est plutôt sous Louis XV où toujours Aubert nous explique qu'elle portait, donc ces femmes qui montaient au manège de Versailles, portaient une sorte de soutane fendue comme ça pour pouvoir monter à califourchon avec cet habit très particulier, avec des bottes fortes et avec cette fameuse culotte de peau. Et puis elle pouvait effectivement faire de la haute école sans problème. On retrouve cette culotte de peau mentionnée chez Musani, fin 19e, où on voit cette galante jeune femme pouvoir monter. Voilà. Il fallait aussi évidemment qu'elles aient un corset. Mais enfin bon, on voit quand même qu'on s'intéresse très peu à ce dessous qui pourtant nous semble évident quand on a envie d'avoir un peu de confort à cheval. 19e siècle, on a quand même quelques consignes. Ponce d'Austin... toujours pour ce vêtement, conseille d'avoir un passe-pied, c'est-à-dire une espèce de ruban qu'on passait sous le pied façon jode pur pour maintenir la robe. Et il conseille évidemment d'éviter les courroies. Apparemment, certains écuyers recommandaient de placer une courroie autour des jambes pour maintenir la femme en selle. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en cas de chute ou d'emballement intempestif. Et puis d'éviter les épingles pour les mêmes motifs. Alors, comment apprenait-elle? C'est toujours pareil, il y a très très peu de traces. On a quand même relevé un manège bourgeois qui était à Paris et qui était juste avant qui a œuvré juste avant la Révolution française. Et là, il y avait des cours pour les femmes qui payaient quand même 1,5 fois plus que les hommes pour aller apprendre à monter. Je ne sais pas du tout si son entreprise a eu du succès ou pas. Enfin voilà, Thiroux a quand même pensé aux dames et dans son prospectus publicitaire, il mentionnait que ces dames pouvaient monter tous les jours en selle de femmes. Les véritables mentions sur l'apprentissage de l'équitation des dames, on le retrouve toujours chez Aubert, qui parle de 2 piqueurs qui étaient officiers sous Marie-Antoinette, Vincent et Guérin, et notamment Vincent, qui est celui qui fondera juste après la Révolution française la première école dédiée aux dames, où Aubert ira apprendre cette équitation, où il expliquera qu'il dressait les chevaux pour ses femmes et que parfois il était obligé de monter en Amazone lui-même pour pouvoir apprendre, mais qu'il était très content de repasser sa jambe à califourchon quand le cheval bougeait. Donc l'autre exemple, c'est Marie-Antoinette, qui, elle, a été représentée des 2 façons. Donc là, on la voit jambes de ça, de là. Elle aurait fait ses armes à l'école espagnole de Vienne sur des Lipizzans. Elle montait beaucoup à califourchon, même si ça suscitait des grandes inquiétudes, parce que sa famille redoutait l'accident et qu'elle ne puisse pas enfanter tout simplement. Donc voilà, la voilà en Amazone avec cette selle d'apparat qui est conservée à Versailles.
J'avance un peu pour vous présenter aussi une autre femme d'exception qui est Madame de Duras, dont Aubert apparemment a gardé un souvenir un peu cru comme ça, puisqu'il il la trouvait extrêmement sévère alors que lui, il était très très jeune écuyer. Il l'a vu manier la chambrière et donner des cours à des jeunes hommes de manière extrêmement virile, entre guillemets. Alors une autre femme, pour vous montrer qu'il y avait des habiletés un peu je suis passée de l'autre côté de la Manche avec la mention de cette première femme jockey qui s'appelait Alicia Thornton et qui a défié, par l'entremise de son conjoint qui était un grand joueur dans l'âme, et elle a défié le gagnant du Derby d'Hobson sur 6400 mètres en Amazone et elle a gagné. Bon, je vous passe les détails de la première course et qui était une véritable épopée. Donc on retrouve les traces de sa victoire et des détails de la course dans toutes les gazettes qu'on peut voir, qui sont à la bibliothèque. Les conseils les plus habiles que j'ai trouvés, c'est chez Motin de la Balme, qui lui conseille des choses plutôt de bonne aloi et qu'on pourrait encore appliquer. Il conseille aux femmes de monter en homme pour plus de sécurité, d'avoir un cheval froid et bien dressé, et puis surtout, pour lui, les femmes peuvent avoir une bonne assiette parce qu'elles montent moins en force. Et il recommande aux gens qui accompagnent ces cavalières de pouvoir retenir leurs chevaux au galop pour pas qu'il y ait un effet d'emballement et que ces femmes puissent monter en sécurité. Voilà. Mais voilà, je passe encore sur Ponce de Tastin, qui, lui, avec son style de l'époque un peu empoulé, expliquait qu'il pouvait donner des cours aux femmes à Califourchon dans un premier temps, et puis qu'elles puissent reprendre leurs beaux habits, leurs beaux atours ensuite, et à faire une deuxième partie de monte en Califourchon, en Amazone. Voilà. Et puis, au fur et à mesure des textes du XIXe siècle, on assiste à une sorte d'infantilisation de la matière équestre. Tous les styles y vont, et je vous ai pris un exemple du dernier, qui est celui de Musani, qui lui recommande la première leçon, c'est à pied, pour simplement apprendre à manipuler les rênes. Voilà. On ne parle même pas de monter à cheval. Voilà. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'on employait des chevaux plus puissants avec des pur-sang un peu plus rapides ? Ou est-ce que c'est lié aussi aux vêtements peut-être plus encombrants? Ou est-ce qu'on a une démocratisation de l'équitation à ce moment-là? Il fallait pouvoir... C'est devenu à l'apanage de la bourgeoisie et plus uniquement de la haute société. Je n'ai pas la réponse. J'aborde très très peu le 19e siècle, qui est aussi le moment très fort. Il y a encore une autre étude à faire sur l'impact des écuyères de cirque, puisque évidemment à cette époque-là, les rois et les princes se bousculaient pour aller voir ces belles dames faire de belles prouesses à cheval. Et je termine avec ce texte-là, qui est le premier texte référencé chez Ménessier d'une équitation. Et c'est même pas une Française qui a rédigé le livre, c'est une Anglaise qui a été au service des dames, et qui explique enfin comment apprendre à monter à cheval. Il a fallu attendre 1861 pour avoir un manuel dédié aux femmes. Voilà. Donc cette ébauche d'études, encore une fois, moi, m'a ouvert un peu les yeux sur ces biais du 19e siècle qui peuvent être des lunettes un peu occultantes. J'espère qu'on pourra la continuer avec toute la partie anglaise, parce qu'apparemment les Anglais étaient moins frileux que nos Français pour la monte en Amazone, ou les Américains. Et puis on va voir aussi avec l'évolution du 19e siècle et du 20e siècle. Voilà. Je vous remercie.